En réponse à la crise sociopolitique et culturelle de l'Allemagne post-Première Guerre mondiale, la naissance du cinéma expressionniste va profondément marquer l'histoire du cinéma. Reconnu encore de nos jours comme le chef de file de ce style expressionniste, Le cabinet du docteur Caligari a été le premier film de l'histoire à aborder des thèmes de neuropsychiatrie. Alors meurtre, délire et somnambulisme, on en parle aujourd'hui dans un format réduit. Bienvenue dans ma séance de psy. Le cabinet du docteur Caligari est un film d'horreur allemand muet de 71 minutes, réalisé par Robert Weine et sorti en 1920. Il aborde le thème de la santé mentale à travers le point de vue de Franz, un jeune homme racontant l'histoire d'un médecin qui utilisait un somnambule pour commettre des meurtres au sein d'une petite ville allemande. Premier film à twist de l'époque, on découvre finalement que Franz est en réalité un patient souffrant d'un trouble psychotique et que les protagonistes de son récit sont des patients et des soignants de l'hôpital dans lequel il est interné. Notons au passage qu'on retrouvera cette même thématique plusieurs années plus tard dans le film Shutter Island de Martin Scorsese, mais ça, on en a déjà parlé. Une fois n'est pas coutume, la psychiatrie est utilisée comme un vecteur de peur. Elle est associée aux criminels, aux dangers et aux meurtres. À ce sujet, je vous renvoie, si vous ne l'avez pas encore écouté, à l'épisode du podcast sur l'utilisation de la psychiatrie dans le cinéma d'horreur contemporain. Et donc, sur le plan psychiatrique, dans le cabinet du docteur Caligari, le réalisateur convoque deux entités cliniques particulières, à savoir les parasomnies, au travers du rôle de César, le somnambule, et le trouble psychotique, dans le cas de Franz. Parlons d'abord du sommeil. Pour comprendre ce que sont les différents types de parasomnie, il est important de savoir comment s'organise le sommeil. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes. Il se découpe grossièrement en trois phases: le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent sert à la récupération physique, à la consolidation de la mémoire. Il favorise la sécrétion d'hormones importantes pour la croissance et le métabolisme. Il contribue aussi au renforcement des défenses immunitaires. Le sommeil paradoxal correspond à la période du rêve. Le rêve dont on sait qu'il permettrait d'intégrer des événements de la journée, des sentiments ou certains apprentissages. Et donc, les parasomnies, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des comportements moteurs anormaux qui surviennent pendant différentes phases du sommeil. Il y a les parasomnies du sommeil profond, ce sont les terreurs nocturnes, le somnambulisme et les états d'éveil confusionnel. Et il y a les parasomnies du sommeil paradoxal, ce sont les cauchemars, les paralysies du sommeil et les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Le cas qui nous intéresse dans le film est celui de César, le somnambule. Alors, dans la réalité, qu'est-ce qu'on peut observer chez les somnambules ? Il peut y avoir des activités motrices simples, se lever ou s'asseoir sur le bord de son lit, faire des gestes répétitifs comme se frotter les mains ou toucher des objets. Il peut y avoir aussi des activités motrices plus complexes comme marcher, ouvrir les portes ou les fenêtres, s'habiller, se déshabiller, déplacer des objets, voire réaliser des tâches de routine comme se laver les mains ou faire semblant de cuisiner. Beaucoup plus rare, certains somnambules peuvent quitter leur domicile ou conduire leur voiture. Et encore beaucoup plus rare, il existe moins de 50 cas répertoriés dans le monde d'homicides somnambuliques. Par exemple, en 2008, le Britannique Brian Thomas a étranglé sa femme pendant qu'il dormait. Il dira à la justice qu'au moment des faits, il rêvait que de jeunes gens s'étaient introduits dans son camping-car. Mais revenons-en à César, notre somnambule meurtrier. Il est présenté comme un individu endormi en permanence et qui se réveille seulement quand le docteur Caligari le souhaite. Ça tient plus de la magie noire que de la médecine. Mais surtout, César peut choisir sa victime, se rendre chez elle sans se faire repérer et enfin la tuer, ce qui reste hautement improbable. César est donc un somnambule assez peu crédible, mais par contre son utilisation métaphorique par Robert Weine a fait de lui la parfaite représentation du peuple allemand qui subissait à l'époque la politique autoritaire de la République de Weimar. Passons maintenant au cas de Franz. La sémiologie du délire paranoïde y est ici tout à fait cohérente. La
La thématique délirante principale est de type persécutif, puisque Franz est persuadé que le directeur de l'hôpital psychiatrique est un assassin et que chaque patient de l'institution y joue un rôle. Les mécanismes sont essentiellement imaginatifs et par moments interprétatifs. Dans ce délire complotiste bien systématisé, on peut dire qu'il y a aussi un élément surnaturel en la personne de César, endormi dans une boîte comme un vampire et qui est réanimé à volonté pour aller commettre des meurtres. Bref, la pathologie de Franz est très crédible et le fait de la présenter comme un twist était, il faut bien le reconnaître, une trouvaille pour l'époque. Dans l'image, on peut distinguer la dualité visuelle entre la réalité et le discours délirant de Franz. Dans les passages délirants, les décors sont distordus, anguleux, déformés. Les murs peuvent être inclinés, les fenêtres déformées et les objets placés de manière irrégulière. L'éclairage est fortement contrasté et des ombres démesurées peuvent projeter des formes inquiétantes sur les murs. En visionnant le film une seconde fois, on ne voit plus une enquête policière, mais plutôt l'expression d'une maladie mentale, comme dans Shutter Island. Au final, on se laisse facilement envoûter par ce long métrage à l'esthétique angoissante et aux harmonies dissonantes. La double lecture du scénario donne un caractère relativement moderne à un film qui date quand même de 1920 et qui est suffisamment bien rythmé, même sans dialogue, pour qu'on ne s'ennuie pas un seul instant. Œuvre séminale de l'expressionnisme allemand, le cabinet du docteur Caligari a marqué par le style de Robert Wiener et montrera la voie par la suite à des réalisateurs comme Friedrich Murnau ou Fritz Lang qui laisseront à la postérité des films comme Metropolis et Nosferatu. Nosferatu, dont Robert Eggers vient tout juste de nous livrer son interprétation, un film que je vous recommande chaudement. Voilà, c'est tout pour ce mini-épisode de ma séance de psy. On se retrouve bientôt avec Laura dans notre format habituel où nous parlerons du film L'Adversaire de Nicole Garcia. D'ici là, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut!